Donc cette table ronde porte sur la question des indicateurs complémentaires au PIB, ces indicateurs de soutenabilité. Est-ce que ces indicateurs dont on parle de plus en plus, est-ce qu'ils peuvent changer le cours de l'action publique? Comment faire en sorte qu'ils soient pris en compte par les politiques publiques? Cette table ronde est organisée par France Stratégie, dont le commissaire est à ma gauche, Jean Pisani-Ferry, qui va présenter le thème. Merci. Pour ceux qui étaient là un peu plus tôt, cette table ronde fait suite à la précédente qui était organisée par l'INSEE, sur le thème « Quel lien entre richesse et qualité de vie ?» où il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été présentés là-dessus. Je crois qu'il n'est plus besoin d'argumenter sur le fait que le PIB n'est pas en lui seul une mesure satisfaisante du point de vue de l'ensemble des paramètres qu'on souhaite maximiser, qu'on souhaite associer à une politique économique. Prenons quelques exemples. Croissance avec dégradation profonde de la qualité d'un certain nombre de facteurs de qualité de vie en Chine, avec la dégradation de l'environnement. Croissance, mais pas de soutenabilité financière, l'Espagne des années 2000 et le crash après. Croissance, mais pas de progression du salaire médian, les États-Unis, au cours des périodes récentes. Donc on voit bien que, sur ces trois exemples, que de raisonner sur une seule variable peut être extrêmement trompeur. Et donc la question, c'est quelle conclusion est-ce qu'on en tire? Et là, il y a d'un côté des gens qui disent il faut jeter le PIB aux orties, il faut jeter la croissance aux orties, il faut raisonner autrement, il faut raisonner uniquement sur les indicateurs subjectifs. Et puis de l'autre, des gens qui disent il faut enrichir le tableau de bord et faire en sorte de donner des bonnes incitations aux décideurs de politique publique en leur demandant de travailler et de rendre des comptes sur une gamme élargie d'indicateurs. Et c'est ça le sujet de la table ronde. Donc ça, c'est premier débat, je dirais, un peu de débat d'orientation, débat assez politique. Puis un deuxième débat qui est plus technique, qui est si on prend cette voie, comment faire? Et là, on se relie à la table ronde précédente. La table ronde précédente nous disait il y a un certain nombre de mesures qu'on peut intégrer pour améliorer, enrichir la mesure du PIB ou la modifier, c'est-à-dire par exemple raisonner en prenant en compte la dimension distribution du revenu dans les indicateurs, en termes d'utilité, c'est ce qu'avait présenté Cédric Oudré, ou bien prendre en compte la dimension loisir, la dimension chômage, c'est ce qu'a présenté Pierre Rall, donc travailler sur ces séries elles-mêmes de manière à les modifier. Et puis il y a une autre approche qui consiste à dire élargissons la palette et travaillons sur plusieurs ordres de préoccupations représentées par plusieurs données. Et à ce moment-là, jusqu'où, combien de séries, quel tableau de bord, etc. Deuxième type de débat. Voilà, c'est ça dont on va discuter aujourd'hui. Alors avant que les intervenants prennent la parole, Luc, qui est lycéen en première au lycée Turgot, je crois, va présenter les différents intervenants. Alors, Madame Eva Sass, bonjour. Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de la 7e circonscription de l'Essonne, vice-présidente de la Commission des Finances et auteure de la proposition de loi sur les nouveaux indicateurs de richesse, votée par l'Assemblée nationale le 29 janvier 2015. Monsieur Jean Pisani-Ferry, bonjour. Vous êtes quant à vous commissaire général de France Stratégie et professeur à la RT School of Governance à Berlin. Et vous avez été directeur du think tank Bruegel, directeur du CEPI, conseiller auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et président délégué du Conseil d'analyse économique. Enfin, Monsieur Philippe Donnet, bonjour. Vous êtes actuellement commissaire au Bureau fédéral du plan à Bruxelles depuis le 1er mai 2014. Vous avez débuté votre carrière en tant que macroéconomiste auprès de la banque de Groof et après un passage à la Fédération des entreprises de Belgique, vous intégrez le cabinet de la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur. Enfin, Monsieur Jean-Luc Tavernier, bonjour. Vous dirigez l'INSEE depuis mars 2012, après avoir été à la direction de la prévision du ministère de l'Économie, puis directeur de cabinet d'Éric Woerth au ministère du Budget. Durant les exposés et les débats, je vous invite à mettre votre téléphone en silencieux et à tweeter vos questions au hashtag Préco15. Je passe maintenant le micro à Evan Best, rédacteur en chef adjoint du quotidien en ligne La Tribune, spécialisé dans la macroéconomie, et à Hugo Tanielian, étudiant à Mines ParisTech, qui vont animer ce débat.
Merci. C'est donc Eva Sas qui va intervenir en premier lieu. Eva Sas qui est l'auteur de cette proposition de loi visant à une meilleure prise en compte des indicateurs complémentaires, laquelle proposition de loi est parue aujourd'hui au journal officiel. Donc on est en pleine actualité. Je crois que l'objectif, évidemment l'approche d'Eva Sas va être assez politique. L'objectif c'est de comment faire en sorte que les indicateurs soient mieux intégrés dans le débat, pris en compte par l'opinion et donc, in fine, par le politique. À vous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors ce n'est plus une proposition de loi, mais c'est une loi, puisqu'elle a été adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat, conforme, et donc promulguée effectivement aujourd'hui au journal officiel. Donc, nous sommes heureux d'avoir pu faire parvenir cette loi jusqu'au bout. C'est une loi qui est à la fois modeste et ambitieuse, puisque c'est une loi qui comporte un article unique. Et ce seul article dit en fait qu'il faut publier au moment du projet de loi de finances des indicateurs de qualité de vie et de développement durable complémentaires au PIB. Et qu'il faut évaluer l'impact des principales réformes en cours et à venir à l'aune de ces indicateurs. Donc un seul article qui est à la fois très modeste et très ambitieux. Très modeste parce qu'il ne définit pas ces indicateurs. Et volontairement, nous n'avons pas voulu dans la loi définir les indicateurs de qualité de vie et de développement durable parce que nous considérons que c'est au débat citoyen de définir ce que la société considère comme le progrès social et environnemental souhaitable. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, par exemple, David Cameron, quand il a lancé sa réforme au Royaume-Uni sur la route du bien-être, il a organisé un débat citoyen de plus de 6 mois pour définir quels étaient les indicateurs de qualité de vie et de développement durable que la société anglaise considérait comme être la mesure de performance ou de progrès de la société. Donc pour nous, c'était essentiel que la définition des indicateurs ne soit pas laissée aux législateurs, mais bien au débat public. Et c'est d'ailleurs un débat qui est déjà engagé. Je pense que Jean Pisani-Ferry en parlera tout à l'heure, puisque même avant la promulgation de la loi, le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, et France Stratégie ont engagé une démarche de concertation citoyenne avec des tables rondes et une concertation du public qui doit aboutir, je crois, en juin, mais Jean en parlera mieux que moi, et qui doit participer à la définition de ces indicateurs et qui émaneront donc de la société et non pas du simple Parlement, parce qu'il nous paraissait un peu, peu conforme en tout cas même à l'esprit des nouveaux indicateurs de richesse, que ce soit le législateur qui définisse ces indicateurs. L'autre raison pour laquelle nous n'avons pas mis les indicateurs dans la loi, c'est qu'il nous semble qu'il faut que ça s'inscrive aussi dans une démarche internationale et qu'il faut donc le faire en lien avec les démarches qui sont entreprises par l'OCDE et Eurostat, qui ont une démarche en cours qui s'appelle Beyond GDP, parce que si on avait les mêmes indicateurs de qualité de vie et de développement durable au niveau international, tout simplement ça les renforcerait puisqu'on pourrait avoir des comparaisons internationales. Donc il me semble qu'à la fois ça doit être issu du débat citoyen et à la fois il faut le faire en lien avec le débat international qui est déjà en cours sur ce sujet. Donc même si elle ne comporte qu'un seul article, c'est une loi qui est en fait faussement modeste et en fait vraiment ambitieuse, puisqu'elle vise à réorienter finalement nos politiques publiques et notamment autour de 2 points. D'une part, prendre en compte la qualité de vie réelle de nos concitoyens. On constate très souvent que nos concitoyens considèrent qu'en fait leur quotidien est mal connu et peu connu des politiques. Donc une des dimensions de cette loi, c'est de prendre en compte la qualité de vie réelle au travers de ce que disait Jean Pisani-Ferry à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'aspects qui ne sont pas retranscrits par le PIB. Je pense à l'accès au logement, aux inégalités de revenus par exemple, c'est un élément extrêmement important. La santé, bien sûr, l'espérance de vie en bonne santé, qui pourrait être un indicateur qui retransmettrait vraiment la qualité de vie réelle des gens et non pas un indicateur unique comme le PIB dont on a défini toutes les limites et qui correspond de moins en moins en fait au vécu quotidien de nos concitoyens. Le deuxième objectif, c'est de remettre du long terme dans la politique. On a beaucoup dit, et c'est vrai, que les politiques étaient de plus en plus court-termistes.
c'est un peu après moi le déluge, en tout cas après la fin de la mandature, le déluge. Et je pense qu'un des objectifs de ces nouveaux indicateurs de richesse, c'est vraiment de remettre du long terme sur le plan environnemental, pour qu'on connaisse quel est l'état de la planète que l'on va laisser à nos enfants. En quelque sorte, le patrimoine naturel que nous allons léguer à nos enfants. Je pense que la réussite d'un gouvernement doit aussi être évaluée à cette aune-là. Donc, remettre du long terme sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan économique, public et privé, savoir quel patrimoine économique nous allons laisser à nos enfants. Et c'est d'ailleurs là aussi France Stratégique qui avait soulevé ce point dans les 7 indicateurs qu'il avait proposés. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la dette qu'on va laisser aux générations suivantes. Je pense qu'il est important de voir aussi quel patrimoine nous allons laisser aux générations suivantes au regard de cette dette. En tout cas, les deux sont aussi importants l'un que l'autre. D'où l'importance de suivre des indicateurs comme le taux d'investissement. Donc, remettre du long terme dans les politiques publiques. Alors après, j'en viens à la question que vous me posiez, comment on fait pour que ce soit véritablement pris en compte dans le pilotage des politiques publiques, parce que des tableaux de bord et des rapports, il y en a déjà beaucoup. Donc la question, c'est pas tellement de faire un tableau de bord de plus, il y en a déjà beaucoup, et d'ailleurs de très bien faits, mais qui malheureusement ne sont pas assez consultés. Alors le premier levier, c'est ce qu'on a introduit dans la loi, c'est-à-dire l'obligation d'évaluer les réformes en cours à l'aune de ces indicateurs. Mais il faut être franc, puisque nous sommes entre nous, il pourrait très bien y avoir une évaluation relativement formelle et courte et peu précise des grandes réformes en cours à l'aune de ces indicateurs, voire une évaluation qui serait peu consultée et peu lue, comme sont certains tableaux de bord. Donc, il me semble que l'enjeu principal, et c'est ce que j'ai répété tout au long de la présentation de cette loi, c'est plus une logique de rationalisation et de mise en visibilité d'un petit nombre d'indicateurs. Pourquoi? Parce que l'important, c'est que l'opinion publique s'approprie ces indicateurs, qu'il y ait une véritable communication, donc sur un nombre très restreint, à mon sens en tout cas, mais là on peut avoir un débat, un nombre très restreint d'indicateurs, à l'aune desquels soit jugée l'action d'un gouvernement. C'est pour ça que c'est aussi un enjeu de communication, pour que l'opinion publique s'approprie vraiment ces indicateurs et qu'à la fin d'une mandature, on dise quel est le bilan d'un gouvernement à l'aune de ces quelques indicateurs. Est-ce qu'on a laissé un patrimoine naturel préservé à nos enfants? Est-ce qu'on a réduit les inégalités de revenus pendant cette mandature? Est-ce qu'on a réduit le taux de pauvreté? Est-ce qu'on a amélioré l'espérance de vie? Voilà les questions que le public doit se poser. Et si l'opinion publique se pose ces questions-là, dans l'esprit des décideurs politiques, quand ils fabriqueront leurs réformes, forcément, ils auront à l'esprit ces indicateurs. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a un enjeu vraiment plus de communication et de mise en visibilité de ces indicateurs au même niveau que le PIB, plutôt que de faire un tableau de bord, certes parfait, mais qui resterait finalement lettre morte. Donc il y a vraiment un enjeu, à mon avis, pour hisser au niveau du PIB vraiment ces quelques indicateurs qu'il faut choisir soigneusement pour qu'ils soient représentatifs de l'état d'une société et du progrès d'une société. J'ajoute quand même une dimension un tout petit peu plus technique, c'est que pour que l'opinion publique s'approprie ces indicateurs, il faut un minimum un délai de publication plus court qu'il ne l'est aujourd'hui. Je vais citer 2 exemples qui sont assez parlants. Aujourd'hui, malheureusement, pour les inégalités de revenus et pour l'empreinte carbone, il y a un délai de publication de l'ordre de 3 ans. Or, qui cela va-t-il intéresser de savoir quelles étaient les inégalités de revenus en 2011? En tout cas, pas le gouvernement d'aujourd'hui, puisque ça n'évalue que le gouvernement précédent, finalement. Donc, 3 ans de retard sur des indicateurs aussi importants que l'empreinte carbone et les inégalités de revenus, je pense que ça pose question, et moi, à mon sens, il y a besoin d'un investissement dans la statistique environnementale et dans la statistique sociale, autant que dans la statistique économique, qui est aujourd'hui en tout cas mieux pourvue que la statistique sociale et environnementale. Donc il y a un véritable enjeu d'investissement. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je crois que vraiment l'enjeu de cette loi, qui, comme je disais, est d'abord une impulsion politique à une démarche qui doit se poursuivre par une démarche citoyenne, c'est vraiment qu'à l'issue
de la mandature, on puisse juger un gouvernement, la réussite d'un gouvernement à l'aune de ces quelques indicateurs. Si on a réussi ça à la fin de la mandature, puisqu'il va y avoir, par exemple, au budget 2016, j'espère, en tout cas nous sommes en discussion avec le gouvernement sur ce point, un premier état des lieux qui va être produit. Si au fur et à mesure du temps, on évalue la réussite d'un gouvernement à l'aune de ces indicateurs, là je crois qu'on aura réussi notre pari et que cette loi aura modestement contribué à cela. Voilà. Mais donc c'est le début d'une longue démarche, mais j'espère que grâce en tout cas aux démarches qui sont entreprises par la suite, et je pense notamment à la démarche, comme je le disais, du CESE et de France Stratégie, j'espère que cela aboutira vraiment à ce que les citoyens s'emparent de ce débat et se l'approprient. Voilà. Merci. Merci. Philippe Donnet, donc vous êtes donc l'homologue de Jean Pisani-Ferry en Belgique. Donc, commissaire au plan en Belgique. Est-ce que vous travaillez donc depuis plusieurs années déjà sur cette question? Est-ce que l'investissement dans les indicateurs sociaux et environnementaux évoqués par Eva Sass, où est-ce que vous en êtes dedans? Est-ce que vous avez avancé? Et est-ce que la prise en compte de ces indicateurs en débat public et dans les décisions politiques, elle aussi, avance suffisamment? Ce sont de grandes questions, donc je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible, de manière la plus complète. J'avais préparé une présentation, mais je vais essayer de naviguer pour essayer de répondre le plus distinctement possible à vos questions. Alors, il y a une plus longue tradition en Belgique de l'inclusion dans le débat du développement durable, puisqu'une première loi sur le développement durable a été élaborée en 1997, demandant aux instances en charge de cette question de développer une vision à long terme sur le développement durable avec un rapportage annuel. Cette vision à long terme, au niveau fédéral, puisque la Belgique est un pays compliqué, la dernière vision à long terme date de 2013 et vise à une économie durable à l'horizon 2050. Elle est basée sur 3 piliers qui sont interdépendants et importants, comme l'a dit la députée avant moi. C'est à la fois la vision environnementale, la vision sociale au niveau des égalités et de l'empreinte de l'empreinte écologique, mais il ne faut pas oublier le premier pilier qui est celui du pilier économique. Et cela s'encadre dans une vision à long terme au niveau de ces 3 piliers, c'est-à-dire la soutenabilité environnementale, la soutenabilité sociale et la soutenabilité économique ou dite financière, qui inclut à la fois les questions d'endettement, de soutenabilité du système social, mais également du financement de l'économie et donc de l'investissement productif et humain. Pour ce faire, la loi en 1997 a prévu toute une série d'étapes, comme vous le voyez sur le graphique, sur le slide, sur la diapositive, où un rapport fédéral de développement durable est élaboré qui comporte 2 parties. D'une part, la situation de l'état actuel de l'économie et de la société, qui est à l'heure actuelle le dernier document qui vient d'être publié par mes services il y a quelques semaines, montre que nous ne sommes pas dans la trajectoire nécessaire pour assurer une économie durable à l'horizon 2050. Tout n'est pas négatif, mais il y a des points extrêmement négatifs à l'heure actuelle, et ce rapport comporte une deuxième partie qui est, lui, plus prospective, basée sur un modèle, le modèle Transcom pour ceux qui sont intéressés par les développements méthodologiques, qui est de nature prospective et qui n'est donc pas une projection des tendances actuelles, qui permet de montrer qu'il y a des chemins possibles pour atteindre l'objectif assigné d'une économie pauvre en carbone à l'horizon 2050 et d'annulation des inégalités dans la société belge. Ce rapport est déposé auprès du gouvernement, de l'exécutif et du Parlement, où un débat est mené et obligeant le gouvernement, dans un certain délai, de déposer un plan
mettant en œuvre un certain nombre, enfin présentant un nombre de mesures qui, dans les 5 ans, vont permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs intermédiaires à cet égard. Et évidemment, il y a un cycle au cours des 5 ans. Alors, la vision à long terme qui est développée se base sur 4 piliers. Une société qui promeut, je ne rentre pas dans les détails, on pourra y revenir dans le débat, une société qui promeut la cohésion sociale, qui adapte son économie aux défis économiques, sociaux et environnementaux. Cela signifie qu'à la fois les consommateurs vont devoir changer leurs habitudes, mais également les entreprises modifier leur processus de production pour entrer dans ces objectifs et pour préserver l'environnement et les autorités publiques qui assument leurs responsabilités. Pour ce faire, le Bureau du Plan, qui est le pendant de France Stratégie à cet égard-là, publie chaque année une évaluation sous forme de 25 indicateurs qui, à la fois, sont des indicateurs plus économiques, comme l'investissement en recherche et développement, mais aussi des indicateurs sociaux, d'inégalité de revenus ou de pauvreté, des indicateurs liés à la protection de l'environnement. C'est, je vous allais dire anecdotique, mais c'est le nombre d'oiseaux dans les champs, mais aussi les indicateurs de pollution de l'eau et de l'air et les indicateurs liés au changement climatique qui sont les émissions de gaz à effet de serre, dit CO2, mais également d'autres gaz. Et là, nous faisons une évaluation, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un débat un peu belgo-belge qui rentre dans un modèle où vous voyez dont les forces motrices sont la démographie, la consommation et la production, mais également des pressions publiques. Et alors, ça m'emmène au débat qui vient d'avoir lieu par le législateur français, qui a également eu lieu au niveau belge, mais en 2014, avec une série d'indicateurs complémentaires. Effectivement, toute cette mécanique qui est inscrite dans la loi de 97 n'a eu que peu de répercussions dans le débat public, enfin grand public. Cela intéresse un certain nombre d'initiés, comme les ONG environnementales ou les partenaires sociaux, mais n'a pas eu véritablement d'impact sur le débat public. D'où la volonté du législateur de faire publier une série d'indicateurs complémentaires au PIB. Mais là, c'est la différence par rapport à la législation française qui est beaucoup plus participative. Ici, elle s'inclut dans la logique des comptes nationaux pour qu'ils soient véritablement complémentaires au PIB, puisque dans la vision à 3 piliers, économie, société et environnement, l'économie reste véritablement prégnant. Il n'y a pas de rejet du modèle de la théorie de la croissance, c'est juste de savoir quel autre type de croissance nous allons développer, puisque celle-ci participe au respect des indicateurs de soutenabilité. Et donc là, nous sommes véritablement dans un processus d'élaboration de ces nouveaux indicateurs, mais il y a évidemment, je vais dire, des spillovers positifs par rapport à tout ce qui a été fait au cours des 15 ou 20 dernières années, et donc il y aura une sélection d'indicateurs, mais cela, je ne vais pas anticiper sur le débat et ni sur l'avenir, puisque c'est un travail en cours. Vous voyez ici le programme de travail. Donc nous remettrons un rapport préliminaire en septembre 2015 sur la revue de la littérature. Nous travaillerons également en collaboration avec Eurostat et avec l'OCDE. Les services du département statistique de l'OCDE fournissent un travail important et de qualité sur les répartitions de revenus, sur les questions de bien-être, d'inégalité et d'inclusion sociale qu'il faut prendre en compte. Il y aura néanmoins une consultation de la société civile et les premiers résultats de ce travail seront fournis en octobre 2015 au moment de la prochaine publication des comptes nationaux en Belgique et qui seront utilisés au début de l'année 2016 par le banquier central dans son rapport annuel sur la situation économique belge. Et j'en reste là pour donner de la place au débat. Merci. Alors, les indicateurs, effectivement, c'est bien, mais il faut des statisticiens pour les constituer.
Donc Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, va peut-être nous dire quelles sont les limites, ce qui est possible de faire en termes d'investissement, comme dit Eva Sas, dans de nouveaux indicateurs, ce que peut faire l'INSEE et ce qu'elle pourra faire à l'avenir. Merci Yvan. Et merci aux organisateurs. Je connaissais leur entre-gens, mais à vrai dire, je ne les pensais pas capables de faire atterrir une loi au journal officiel le jour même des débats. Quand on connaît le process, ça force l'admiration. Je ne vois pas Pierre Pascal, mais il faudra le transmettre. C'est impressionnant. Je trouve que dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, du point de vue de la statistique publique, il y a un avant et un après commission Sen-Stiglitz-Fitoussi. Les recommandations de cette commission sont claires et pas tellement controversées, me semble-t-il. C'est qu'il faut renoncer à la chimère d'un indicateur synthétique agrégé qui rassemblerait des préférences collectives et qu'il faut plutôt compléter le PIB par un ensemble d'indicateurs qui rendent compte de la qualité de la vie, de la qualité de ce qu'on laisse aux générations futures dans toutes ces dimensions. Et donc c'est le bien-être ressenti, c'est deuxième direction, la répartition des revenus. Je rappelle pour mémoire que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, mais c'est aussi la somme des revenus, mais ça ne dit rien sur leur répartition. Donc c'est la répartition des revenus et des patrimoines. Et c'est en troisième lieu, comme l'a dit Vassas, le souci du long terme. Le PIB, c'est un indicateur de comptabilité d'exercice, il faut un indicateur de bilan. Et donc c'est le capital financier et les infrastructures publiques, c'est le capital environnemental, c'est le capital humain via l'état du système éducatif et du système sanitaire qu'on laisse à la fin de l'année et qu'on laisse aux générations futures. Et je trouve que la loi, maintenant, procède bien de la même démarche et du même état d'esprit. Et mon premier commentaire, j'en aurai 4 je crois, mon premier commentaire c'est que ça convient tout à fait aux instituts statistiques parce que je crois que s'il y a une chose dont on aurait horreur, c'est qu'on nous donne la responsabilité d'édicter ce que sont les préférences collectives. C'est pas aux statisticiens de dire quelles sont les préférences collectives et de trouver un équivalent monétaire des inégalités, du chômage, des gains d'espérance de vie, etc. C'est des choix de société, c'est des choix politiques, ce ne sont pas des choix de technocrates, si vous me passez l'expression. Ça ne nous empêche pas d'avoir des travaux de recherche, mais ce sont des travaux de recherche. Il y a ceux que Cédric Boudret et Pierre Al vous ont présentés, si je crois bien l'avoir compris, en début d'après-midi. Il y a aussi la valorisation du travail domestique qui a donné lieu à des travaux de l'INSEE. Ça ne nous conduit pas à avoir un axe de travail qui serait d'avoir un PIB augmenté de toute cette dimension. Ça me paraît important de le signaler. Alors, deuxième commentaire, dans ma responsabilité, patron de l'INSEE et puis un peu magistère d'influence aussi sur les services statistiques ministériels qui ont un rôle dans toute cette affaire, dans les différents ministères, la responsabilité est aussi de voir dans les indicateurs dont on peut avoir besoin pour rendre compte du bien-être et de la qualité de vie dans toutes ses composantes, ce qui existe aujourd'hui sur étagère et ce qui n'existe pas. Alors on a beaucoup travaillé avant et après la commission Sen-Stiglitz-Fitoussi sur des enquêtes qualitatives sur le bien-être ressenti, sur la répartition des revenus et patrimoines, sur les émissions de CO2, sur les indicateurs de la stratégie nationale de la transition écologique, etc. Et il y a effectivement des trous dans la raquette. Aurais-je voulu le cacher que la sagacité de ma voisine ne me l'aurait pas permis. Il y a effectivement 2 trous dans la raquette sur les délais de publication des indicateurs de répartition de revenus, taux de pauvreté, indice de Gini, rapport entre déciles. Et là, il faut bien voir, c'est le premier trou dans la raquette, là, il faut bien voir qu'on est, faute d'une enquête qui serait très chère, d'une enquête spécifique auprès d'un échantillon suffisamment large de Français pour connaître leurs revenus instantanément, on est tributaire de sources administratives, qui sont les sources fiscales et les sources des caisses de sécurité sociale. Les délais de production, de recueil, de collecte, d'exploitation, c'est là, ces 2 ans quasi incompressibles avec cette méthode-là. Le seul choix, c'est de doter... Bon, je ne sais pas si la statistique sociale est moins bien dotée que la statistique économique, Eva, mais de toute façon, appeler à plus d'investissement dans la statistique, ça me convient. Une alternative, ça serait effectivement d'avoir une enquête comme elle existe aux États-Unis, peut-être pas dans beaucoup d'autres pays, pour avoir en temps réel des indicateurs d'inégalité. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est pas moi de le dire forcément, mais j'y reviendrai. Ce sont des indicateurs qui sont quand même très, très inertes. J'y reviendrai dans un deuxième temps.
Deuxième trou dans la raquette, c'est aussi la rapidité avec laquelle on produit des indicateurs en matière d'émissions de carbone. Et ça, très franchement, on pourrait avoir des indicateurs, certains parfaits, mais plus rapides, et on va s'y atteler, je pense, entre l'INSEE et le service statistique ministériel du grand ministère de l'Environnement, etc. Aussi, on peut être plus clair sur... on a réalisé un exercice qui était assez important de mesurer les émissions de carbone, non seulement de ce qui est produit en France, mais de ce qui est consommé, en essayant d'estimer les émissions induites à l'étranger par ce qui est importé, ce qui est quand même un sujet. On pourrait être aussi plus clair sur la fréquence avec laquelle on compte renouveler cet exercice qui est assez crucial. Et puis si j'ajoutais peut-être un troisième petit trou dans la raquette, et ça c'est un peu sous la pression de l'OCDE notamment qui nous y pousse, c'est la statistique publique en général s'occupe peu de confiance dans les institutions. Et dans le monde anglo-saxon, c'est un sujet qui monte et peut-être qu'un jour il faudra qu'on adresse ce sujet-là. Donc ça c'était mon deuxième commentaire, c'est la plupart des indicateurs sont disponibles, même s'il y a quelques trous dans la raquette, notamment sur la rapidité de production de deux d'entre eux. Troisièmement, je voudrais quand même faire un avertissement et éviter qu'on s'emballe trop. C'est-à-dire que je pense que le combat entre ces indicateurs et le PIB restera à tout jamais un combat inégal. J'entends par là qu'on parle de phénomènes très structurels, très inertes, qui bougent dans le temps, qui ont des tendances très longues. La répartition des revenus et des inégalités, le contenu en carbone de l'activité, tout ce qu'on peut imaginer comme capital environnemental ou comme capital social et capital humain, tout cela c'est des tendances très longues. Et donc on peut dire on n'en parle pas assez parce qu'on ne les publie pas assez vite, on ne les publie pas assez souvent, on ne les met pas au même rang que le PIB, mais quand même le PIB a une volatilité, un intérêt conjoncturel qui est indépassable, et ces indicateurs-là, ils évoluent dans la durée, et c'est dans la durée qu'on repère des ruptures de tendance, et pour ce qui intéresse vraiment les politiques publiques, et notamment l'avenir, c'est vraiment dans la durée que ça se regarde. Donc j'ai peur que le combat reste vraiment, comme je le disais, inégal. Si vous réfléchissez bien, si on produisait des émissions de gaz carbonique ou de carbone tous les trimestres, leur volatilité ne serait liée qu'à la volatilité de la conjoncture elle-même. On verrait qu'elle baisse dans la récession, qu'elle repart quand ça repart, et ce qu'on commenterait, ce n'est rien d'autre que la conjoncture. Si vous regardez à l'année comment ont évolué les inégalités de revenus et la pauvreté chez les retraités, vous allez surtout commenter le retard d'indexation des retraites sur les prix. Quand il y a une surprise d'inflation dans un sens ou dans un autre, il y a temporairement une perte de pouvoir d'achat. Donc il faut se méfier un petit peu et bien être conscient qu'il y a deux temporalités différentes entre le PIB et l'évolution de la conjoncture et ceux dont on parle qui sont essentiellement des tendances longues. Dernier commentaire sur la partie peut-être la plus novatrice de la loi, si je peux me permettre, qui est de dire que dans ce rapport, il faudra avoir une évaluation de l'impact des politiques publiques sur non seulement la croissance, mais aussi sur les inégalités et sur le capital environnemental. En ce qui concerne les inégalités, on fait déjà pas mal de choses. Depuis l'an dernier, dans France Portrait Social, dont je vous recommande la lecture, il y a une de ces références qui est publiée chaque année, il y a maintenant de façon systématique l'analyse sur la distribution des revenus de toutes les mesures sociales d'importance, toutes les mesures d'importance sociale et fiscale qui ont été prises l'année antérieure. Donc ça existe, c'est fait, et évidemment ça peut être utilisé. Je me dis parfois qu'on pourrait aller un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on a beaucoup popularisé les variantes macroéconomiques des modèles macro. On sait dire, voilà, tel modèle dit que l'accroissement de l'investissement public a un tel effet sur tel multiplicateur sur le PIB. Je pense que nos instruments permettraient d'avoir des cahiers de variantes, si je peux prendre l'expression, sur les inégalités, et d'avoir un instrument qui, à froid, a priori dit, si on désindexe les retraites, quel effet ça a sur le taux de pauvreté, le rapport interdécile, l'indice de Gini, si on supprime la première tranche de l'impôt sur le revenu, si on baisse le plafond du quotient familial, quel effet ça a? Comparer ça d'ailleurs à un montant de milliards comparable pour avoir des ordres de grandeur, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait apporter dans le débat public, qui est un peu à la frontière de la loi, c'est plus l'évaluation
a priori que de l'évaluation a posteriori des mesures prises, mais ça aiderait aussi à la prise de décision. Et ça permettrait aussi de mettre le projecteur sur des choses qu'on ne regarde pas forcément autant que les variantes des modèles macroéconomiques. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Jean Pisani-Ferry, maintenant que les contraintes sont posées, où est-ce qu'on peut aller dans la définition d'indicateurs simples qui s'imposent dans le débat public? Merci. Peut-être 3 points. D'abord, est-ce que les indicateurs peuvent effectivement changer quelque chose à la politique publique? Je crois que l'expérience nous conduit à dire que ça dépend. On a des expériences dans les deux sens. On a des indicateurs qui ne servent à rien. La stratégie de Lisbonne, qui était fondée sur la multiplication d'indicateurs et qui n'a pas changé les politiques publiques en Europe. Et on a des exemples d'effets assez notables de la publication d'indicateurs. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple du déficit au sens de Maastricht, encore qu'il a eu beaucoup d'effets parce que lui, il est associé à des dispositifs de sanctions. Mais je vais prendre l'exemple des tests PISA, qui ont eu des effets sur les politiques éducatives dans un certain nombre de pays lorsque des gouvernements se sont rendus compte tout à coup, dans les classements internationaux, que leur système éducatif n'était pas du tout à la hauteur qu'ils croyaient. Et notamment, je pense, à la réaction allemande, à ce qu'on a appelé le choc PISA en 2000, qui a conduit à investir beaucoup dans l'éducation pour améliorer le niveau du système éducatif. Donc des indicateurs, ça a un effet réel sur les politiques publiques. Alors c'est un effet réel comment? À travers les comparaisons, à travers l'obligation de rendre des comptes, d'afficher ce sur quoi on va demander d'être jugé par les citoyens. Et puis, du coup, ça a des effets sur la sélection, un peu, disons, invisible, des politiques lorsque on fait passer différentes mesures à des filtres de ce dont parlait Jean-Luc Tavernier à l'instant, c'est-à-dire des évaluations, des variantes, etc., et qu'on va trier celles qui passent et celles qui ne passent pas la barre. Et ça va être des gens qui, au ministère des Finances, vont faire des variantes et vont dire, bah, écoutez, vous pouvez considérer cette mesure, mais regardez, sur tel indicateur, ça va avoir un très mauvais effet. Et donc si cet indicateur, effectivement, a une certaine valeur, eh bien, ça conduira à trier des politiques. Donc, je crois que ça peut avoir de l'effet. La question, ensuite, c'est comment, et ça renvoie à la question du choix. Alors, la multiplication, le grand panorama exhaustif de tout ce qu'on voudrait mesurer, conduit effectivement à la dilution complète, enfin, c'est ce que disait Philippe Denet. C'est très utile d'avoir un indicateur, une batterie de 25 indicateurs, mais c'est la certitude qu'un gouvernement pourra toujours dire, là-dessus je fais bien, là-dessus je fais moins bien, et que personne ne le jugera sur l'ensemble des 25 indicateurs, que chacun choisira celui qui lui convient. D'où la nécessité de faire des choix. Et là, ça c'est très exigeante, hein, très exigeante, parce qu'elle dit il faut 3 ou 4. 3 ou 4 de manière à ce que... Je pense que c'est vrai. On pense tous qu'il y a, en termes de dimensions, il n'y a pas beaucoup de dimensions qu'on va essayer d'apprécier. Il y a une dimension de revenus, une dimension de soutenabilité financière, une dimension environnementale. Bon, en termes de dimensions, on est à peu près à 3. Ensuite, il y a la question de savoir chacune de ces dimensions, par combien d'indicateurs on l'a traduit. Et c'est là que les choses deviennent plus difficiles. Donc nous sommes engagés en stratégie avec le Conseil économique, social et environnemental dans une consultation, dans un travail en commun sur justement la sélection de ces indicateurs. Et là, on est à 10 pour le moment, et à 10 ça prolifère à l'intérieur des 10, puisque chacun, évidemment, a de bonnes raisons de dire que tel indicateur est préférable à tel autre. C'est inévitable, c'est un débat qui est absolument naturel. Simplement, il faut à un moment restreindre la palette, parce qu'on sait que si la palette est trop large, ça n'ira pas. Alors, le choix des indicateurs est extrêmement important. Prenez une question comme taux de chômage ou taux d'emploi, hein, pour reprendre quelque chose qui n'est pas nouveau. Eh bien, si vous dites l'indicateur c'est le taux de chômage, vous encouragez des politiques qui consistent à dire on favorise les retraits d'activité, on favorise les sorties du marché du travail parce que ça fait baisser le taux de chômage. Si vous mettez en avant le taux d'emploi, vous favorisez plutôt des politiques qui conduisent à étendre l'accès à l'emploi. Ça a des effets réels très nets sur les choix de politique publique qu'on peut faire, et on a fait dans ce pays, dans le passé, des erreurs importantes
en favorisant des retraits d'activité, qui étaient des politiques qui étaient ni socialement favorables, ni économiquement bénéfiques, parce que ça avait un effet sur le taux de chômage. Donc c'est très important effectivement de bien sélectionner les indicateurs de ce point de vue. Et il y a des débats, alors sur les débats par exemple sur la biodiversité, il y a des débats entre les agriculteurs qui disent qu'il faut prendre la surface artificialisée. Hein, c'est effectivement un bon indicateur de voir quelle est la proportion de la surface du territoire qui s'artificialise chaque année en construisant des routes, des parkings, des centres commerciaux. Mais en même temps, ça c'est très favorable aux agriculteurs et les défenseurs de la biodiversité disent ben, ce n'est pas une bonne mesure de la biodiversité, pour ça il faut compter les espèces d'oiseaux et la population d'oiseaux qui demeurent, parce que ça c'est un meilleur indicateur de la biodiversité. C'est un vrai débat et ce n'est pas un débat qui est facile à trancher. Donc ces travaux se développent. Alors pour nous, il y a cette phase avec le CESE qui va, on espère, se prolonger par une consultation en ligne. On est en train de dégager les moyens pour ça, de manière à avoir aussi interrogé les citoyens sur leur perception de ce débat, sur leur perception des indicateurs tels qu'ils sont et sur la manière de les enrichir. Et puis il y a le choix à la fin. Et ça, à un moment, le gouvernement nécessairement reprendra la main pour présenter ce rapport. Alors, sur la question des délais, je pense que c'est tout à fait important. Je pense que typiquement, ce genre d'initiative peut conduire à faire des progrès. Alors, j'entends bien ce que dit Jean-Luc Tavernier sur la difficulté, par exemple, d'avoir des données en temps réel sur la répartition des revenus aux États-Unis. Alors, du coup, j'ai regardé ce qui était disponible aux États-Unis. Je vois qu'on a la distribution des revenus pour 2013 aux États-Unis, donc je ne doute pas que les statisticiens français aient au moins la même qualité que les statisticiens américains. Ben si, il n'y a pas d'enquête. Si, on va l'écouter. Ils ont une enquête, on n'en a pas. Oui, non, mais derrière ça, il y a des questions d'arbitrage sur des choix. Ils peuvent, si les choses sont un peu endogènes aussi. Donc on peut, enfin, le fait de mettre en avant certains indicateurs, ça aura inévitablement pour effet de dire qu'on va faire des efforts additionnels pour mieux mesurer certaines choses. Dernier point sur ce que disait Jean-Luc Tavernier sur le PIB qui restera dominant. Moi, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que je ne pense pas que tout ça, ce soit un exercice consistant à dire qu'il faut jeter la croissance aux oubliettes. Je pense que le problème aujourd'hui de l'économie française, c'est aussi et beaucoup le fait que nous n'avons pas de croissance. Et donc je m'inscris complètement en faux contre l'idée que, au fond, il faut oublier la croissance, il faut penser à autre chose. Je pense que nous avons un problème macroéconomique massif de croissance. Nous avons aussi un problème de croissance potentielle, de capacité à capter le progrès technique. S'il y a du progrès technique, il y a la question de savoir ce que nous en faisons. Et ceux qui disent qu'il ne faut pas qu'il y ait de la croissance disent implicitement que tout le progrès technique doit aller à l'augmentation du loisir et pas à l'augmentation du revenu. Je ne suis pas sûr que ce soit un choix social qui corresponde aux préférences de nos concitoyens. Donc moi, mon intention dans l'affaire, c'est absolument pas de considérer que le PIB doit être jeté aux oubliettes. C'est de dire qu'il faut le compléter, il faut rendre sa légitimité à cette approche en ayant une approche qui n'est pas borne, qui n'ignore pas certains aspects du développement économique et les conséquences du développement économique. Il ne s'agit pas de nier que les préférences sociales s'expriment aussi en faveur, dans un certain nombre de cas, du développement du revenu, et particulièrement dans une phase après 7-8 ans au cours desquels il n'y a pas eu de croissance du revenu par tête, il est très compréhensible, très normal que notre société aspire à retrouver de la croissance du revenu par tête. Merci. Ce que vous évoquez là, c'est un peu comme la quête du Graal. C'est une croissance forte, mais soutenable, et y compris pour l'environnement. Je pense qu'on n'a pas encore approché. Ça reste un peu un idéal, mais... Non, mais les contradictions ne sont pas nécessairement là où on croit. C'est-à-dire que quand on n'a effectivement pas de croissance du revenu par tête, il y a des arbitrages qui deviennent beaucoup plus difficiles. Prenez tous les arbitrages en termes de taxation du carbone, avec les impacts sur le revenu. C'est beaucoup plus difficile à accepter dans une période où il n'y a pas de croissance du revenu. Et donc il y a une espèce d'aspiration à capter le revenu et ne pas accepter de payer plus cher
pour un certain nombre d'externalités. Donc, il ne me semble pas du tout. Ou bien, simplement parce que le renouvellement du stock de capital est plus lent, donc le renouvellement des véhicules en faveur de véhicules qui sont moins polluants et plus lents. Donc les liens entre croissance et environnement ne sont pas du tout ce qu'on croit. Il y a le découplage, c'est aussi possible. Je crois qu'Eva Sass voulait réagir sur le point crucial dans ce débat, la question du nombre d'indicateurs nécessairement limités. Oui, je voulais apporter un petit complément qui pourra peut-être un peu nous réconcilier sur cette question-là du nombre d'indicateurs. Sur la question de la croissance, je pense qu'on pourrait y consacrer une autre séance, mais je n'ai pas exactement le même point de vue que le vôtre. Le découplage, à mon avis, n'est que relatif et en tout cas, il faut se poser la question en termes de création d'emplois et d'émissions de carbone indépendamment de la croissance. Je maintiens que je pense qu'il faut changer de lunettes et se poser les questions différemment. Si on continue à être obsédé par la question « il faut de la croissance », il me semble, en tout cas, qu'on ne trouvera pas les bonnes réponses. Mais c'est un point de vue différent, nous aurons ce débat dans un autre cadre. En tout cas, nous pouvons peut-être nous réconcilier en tout cas sur le nombre d'indicateurs. Je sais que votre travail est très difficile pour avoir vu le nombre de personnes autour de la table dans la démarche que vous animez sur les indicateurs de richesse. Évidemment, ça sera très difficile de définir 3 ou 4 indicateurs phares, mais il peut y avoir une voie médiane qui consiste à définir même un plus grand nombre d'indicateurs, 30 ou 40 indicateurs, et avoir un système de cercle concentrique, c'est-à-dire en extraire 3 ou 4 qui soient mis en lumière, tout en ayant un tableau de bord plus complet qui reflète vraiment l'état de la société. Parce que je suis d'accord qu'au travers de 3 ou 4 indicateurs, on n'aura pas une véritable vision de ce qu'on souhaite avoir. Donc, pour avoir une vision à la fois réelle, mais qui permette une communication efficace, moi, il me semble qu'il faut y avoir 3 ou 4 indicateurs phares et un tableau de bord plus complet, plus complémentaire. Et moi, pour le coup, on peut aller même jusqu'à 20-30 indicateurs qui donneraient le vrai visage de la France et de son environnement. Et qu'est-ce que vous répondez à l'objection de Jean-Luc Tavernier sur le caractère statique de certains indicateurs? Effectivement, non seulement on les a avec retard, mais s'ils ne bougent pas, il ne va pas y avoir de quoi vraiment alimenter le débat public. C'est-à-dire un gouvernement pourra dire, ben voilà, ça n'a pas bougé depuis 3 ans, bon bah, puis on s'arrête là. Alors, on pourrait avoir, je pense que c'est extrêmement intéressant comme remarque, qu'il faut y répondre, mais c'est pour ça qu'à mon avis, ça s'évalue plutôt sur la mandature. Et quand même, sur 5 ans, je pense que l'inertie est quand même moins forte et que l'action d'un gouvernement, mais d'ailleurs du précédent également, hein, puisqu'il y a des décalages évidemment dans le temps, la tendance peut aller dans un sens ou dans un autre sur une période effectivement de 5 ans. Donc, vous avez raison, je pense que la temporalité est différente, je suis tout à fait d'accord, elle ne s'évalue pas au trimestre, c'est certain. En même temps, il me semble que sur une mandature, ça peut vraiment avoir du sens. En même temps, sachant que ces indicateurs, effectivement, sont bruts, c'est-à-dire que, comme le soulignait Jean-Luc Tavernier, il peut y avoir des effets. On a vu d'une baisse d'émissions de carbone qui était directement liée à la récession, qui n'était pas liée à des efforts. Mais ce que je veux dire, à la limite, est-ce qu'il ne faudrait pas les... Est-ce que je peux vous citer tous les trimestres où le PIB augmente parce que les dépenses de chauffage augmentent parce qu'il fait trop froid? Donc il y a toujours des externalités qui influencent les indicateurs, évidemment. Et le PIB est, je pense, un des indicateurs qui est le plus influencé par des données externes et pas seulement par les politiques qui sont menées par un gouvernement. Ça n'empêche pas qu'on le suit trimestre après trimestre et qu'on en fait un peu l'indicateur de la réussite ou pas d'un gouvernement, à tort ou à raison d'ailleurs, parce qu'il faudrait vraiment se poser la question. Bonjour à tous. Donc, j'aurais 2 questions. Donc, la première question serait donc, par rapport à la place du PIB. Donc, vous l'avez dit, d'autres indicateurs existent, mais ils sont beaucoup moins mis en valeur que le PIB. Donc, ma première question serait à quoi est due cette omniprésence du PIB? Est-ce la faute en quelque sorte des économistes ou plutôt du monde politique? Puisqu'on imagine quand même très bien, c'est bien plus facile pour un homme politique de vanter une augmentation du PIB par habitant plutôt que de parler de la diminution du taux de carbone, du nombre d'émissions de gaz, pardon. Et donc ma deuxième question serait par rapport à ce qu'avait dit M. Tavernier tout à l'heure. Est-ce qu'il faut vraiment monétiser donc, toutes les nouvelles grandeurs qui vont apparaître, c'est-à-dire la longévité de vie, l'augmentation du nombre de gaz émis
Et voilà. Et sinon, quelle sera alors la place des politiques dans le choix des nouveaux indicateurs? Parce qu'un indicateur n'est pas neutre, du coup on ne peut pas se permettre à la fin d'un mandat de dire bon ben voilà, je choisis cet indicateur qui... Je sais pas si je suis très clair, mais... Philippe Denet, je vous passe la parole. Sur cette question du PIB, j'imagine en Belgique, le sujet est le même. Il y a une prééminence de cet indicateur sur tous les autres. Le débat est le même. Il se raccroche à un débat qu'on va essayer d'éviter ici, qui est sur la place de la croissance et la prédominance de celle-ci. Je pense qu'on ne va pas se mettre tous d'accord sur le modèle de croissance, mais pour revenir au premier slide que j'ai dit, pour moi, le PIB est une donnée essentielle, mais elle n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'il faut tendre vers une croissance durable et inclusive. Je pense que cette notion-là va permettre de réconcilier tout le monde. En termes de locution, maintenant, en termes de chemin pour arriver, ça va être autre chose. Sur la prédominance du PIB, mais le PIB, tout l'outil statistique a été développé au cours des 50 ou 70 dernières années par les organismes statistiques nationaux autour de cette notion-là, parce qu'elle est une notion synthétique qui a un référentiel commun. Alors effectivement, c'est une monétisation, je vais dire, de l'activité humaine qui fait référence à certains codes, comme l'a dit M. Tavernier, l'activité domestique n'est pas incluse dans le PIB, mais la méthodologie derrière le PIB évolue, je vais dire, de manière régulière au cours des dernières décennies. D'ailleurs, récemment, la méthodologie du PIB a été modifiée en Europe en passant au siècle 2010. Désolé d'être un peu technique, mais on y a inclus un certain nombre de consommations intermédiaires parce que l'on estimait, enfin les économistes et statisticiens estimaient que les consommations intermédiaires en matière d'investissement en recherche et développement étaient importants pour l'économie, et on y a inclus cela dans les données. D'ailleurs, cela a modifié la hauteur du PIB de l'ordre de 1,5 à 3% en fonction des pays en Europe. Je pense que mes collègues sont d'accord par rapport à ça. Donc le PIB n'est pas une notion intangible, c'est qu'elle est facile à aborder dans le débat public, et chacun voit exactement ce que c'est et résume l'activité sur un territoire et au cours d'une période donnée, mais elle est importante, mais elle n'est pas la seule donnée que l'on doit aborder. Si vous me permettez encore 30 secondes, le PIB se résume bien souvent dans le débat public à une donnée, la hauteur du PIB ou le niveau de croissance. Mais si l'on investigue les comptes nationaux de manière approfondie, on peut avoir une évaluation qui est beaucoup plus fine déjà, au niveau entre les agents économiques. Le PIB, ce n'est pas que la production, c'est également, comme l'a dit mon confrère, c'est également la création de revenus, c'est aussi la consommation. Et c'est utile pour l'économiste parce qu'il permet de modéliser. Alors, modéliser le passé pour mieux prédire l'avenir. Alors, les économistes se trompent souvent, vous allez me dire, mais c'est un outil utile à la prise de décision économique. Et c'est là où, quand on va développer à l'avenir les indicateurs complémentaires au PIB, il est important de pouvoir les inclure dans une modélisation. Par exemple, en Belgique, nous avons dans nos modélisations à moyen terme les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit le CO2 ou un certain nombre d'autres gaz importants, dont les politiques se sont appropriées pour définir des stratégies en 2020-2030 dans les paquets énergie-climat au niveau européen. Et donc l'on peut suivre, voir d'une part si les politiques passées donnent leurs résultats, mais si les politiques envisagées permettent de réduire les émissions de gaz. Voilà, je pense. Merci. Eva Sass, je crois que sur l'utilisation du PIB par les politiques, vous aviez... Je ne peux pas m'empêcher de réagir une nouvelle fois au débat sur la croissance, mais pour être consensuel, je dirais qu'au moins le fait d'adopter de nouveaux indicateurs de richesse permet de poser
peut-être de nouvelles questions ou des questions de façon différente, au moins sur le contenu en emploi de la croissance et sur le contenu carbone de la croissance. Je pense qu'au moins là-dessus, nous serons d'accord. Et donc, on pose quand même le débat économique de façon un peu différente. En tout cas, c'est notre objectif. Mais je reviens effectivement à votre question, c'est comment le politique peut décider de ces indicateurs. Comme le disait Jean Pisani-Ferry, ce sera bien sûr au gouvernement en dernier lieu de trancher. Mais je crois qu'il est très important de légitimer ces indicateurs et pour avoir fait quand même beaucoup d'auditions sur la question, il y a quand même un relatif consensus quand même qui se dessine autour, au moins, comme le disait Jean Pisani-Ferry, de grandes thématiques. Après, le choix de ces indicateurs finaux reviendra au gouvernement, mais je pense que s'il est issu d'un débat citoyen, si, comme je le disais, il s'inscrit dans le débat international, puisque l'OCDE et Eurostat travaillent également sur ces questions-là, j'ajouterais une dimension pour répondre plus précisément à votre question. Dans mes rêves, j'aurais souhaité que ce débat il soit transpartisan. Il l'a été d'ailleurs pour partie, mais qu'en Allemagne, par exemple, le choix des indicateurs a été fait par une commission transpartisane, ce qui stabilise aussi dans le temps le choix de ces indicateurs. L'alternance gauche-droite, pour être simple, ne remet pas en cause le choix des indicateurs qui ont été définis. Ce n'a pas été le cas en France, ça pourrait encore être le cas, mais je ne crois pas malheureusement que ce soit ce qui se profile. Mais en tout cas, s'il y a un débat citoyen comme France Stratégie et le CESE sont en train de mener, et puis si on s'inscrit vraiment dans ces comparaisons internationales, je pense qu'il y aura une légitimité au-delà de ce seul gouvernement à la mise en place de ces indicateurs et qui ne seront, en tout cas j'espère, qui dépasseront les clivages partisans. On a évoqué les indicateurs comme le PIB, etc., le déficit, qui sont mis en avant notamment parce qu'ils sont dans le débat européen, ils sont sanctionnables, la France l'est. Est-ce que le fait d'harmoniser les indicateurs au niveau européen, et pas seulement au niveau des statistiques, des techniciens, mais au niveau politique, ferait avancer ce dossier, s'il était vraiment pris en compte, par exemple, au niveau des débats, au niveau de l'Eurogroupe? Jean Pisani-Ferry, peut-être? Oui, il y a beaucoup d'indicateurs aujourd'hui qui sont... D'abord, on fonctionne sur le même système d'information. Le système de comptabilité nationale est harmonisé. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels les systèmes d'information sont harmonisés. Et donc, il y a un certain nombre d'indicateurs qui rentrent dans des procédures et sur lesquels, effectivement, il y a de ce point de vue-là, une approche commune. Alors, la question, c'est le poids qu'on donne à ces différents indicateurs. Je reprendrai un point qui m'a beaucoup frappé dans le cas de l'Allemagne, qui était le fait que l'Allemagne donne beaucoup plus de poids au passif qu'à l'actif. Et donc, dans une optique intergénérationnelle, la dette qu'on lègue aux générations suivantes, c'est évidemment très important, mais l'actif qu'on lègue aux générations suivantes, c'est important aussi. Et en mettant dans sa constitution le fait qu'il y avait un frein à la dette, mais en ne mettant rien du côté de l'actif, on a produit ce qui inévitablement devait se produire, de la part d'un pays qui respecte ses engagements, c'est-à-dire que l'actif public a commencé à se réduire, même que le passif se réduisait. Le passif se réduisait, c'était très bien, mais ça a été pris en partie sur l'investissement, en partie sur la réduction de l'actif. Donc il me semble que ça souligne bien l'équilibre qu'il faut avoir là-dessus, et même si on a le même système d'indicateurs, ensuite il y a des choix collectifs qui ne sont pas exactement les mêmes et qui traduisent les préférences de différentes sociétés sur des questions, par exemple, intergénérationnelles. Oui, on voit que la convergence européenne est un combat à long terme. On n'y est pas. Encore une fois, il y a beaucoup de points sur lesquels on raisonne, ne serait-ce que, ce que dit Philippe Denet, ce que nous disons nous-mêmes, on voit bien qu'on raisonne dans le même système de référence. Ensuite, c'est normal qu'il y ait des choix sociaux qui ne soient pas exactement les mêmes. Sinon, le débat qu'on lance, la consultation, qui d'ailleurs va s'ouvrir le 17 avril, tout le processus, n'a pas beaucoup d'objectifs s'il s'agissait d'aboutir sur quelque chose qui existe déjà. Jean-Luc Ternier, je crois que vous l'avez... Oui, sur ce sujet-là, en matière d'économie politique, le fait d'avoir des indicateurs comparables d'un pays à l'autre est absolument capital, parce que notre expérience, je pense, commune, c'est que les autorités politiques, elles réagissent à la dégradation de la situation relative dans les classements.
Et PISA, c'était pas autre chose. PISA seul, isolé, une enquête dans le pays France seul, ou en Allemagne, puisque l'Allemagne avait rencontré le même problème, n'aurait sans doute pas conduit à une réaction de politique publique à la hauteur de ce qui a été, parce qu'on se dégradait quand les autres étaient meilleurs. Donc de ce point de vue-là, le fait de pouvoir comparer les pays entre eux, de comparer l'évolution des indicateurs d'un pays à l'autre, et de pouvoir se comparer aux meilleurs, c'est absolument, à mon avis, capital pour le sujet qui est l'action publique. Justement, vous parliez de l'OCDE. C'est vrai que l'OCDE publie maintenant, je crois, chaque semestre des indicateurs de bien-être, etc., mais qui sont très peu commentés. Enfin, donc c'est la question effectivement du choix, de la mise en évidence, de la simplicité, etc. Alors, un indicateur, je sais pas, donc bien-être chaque semaine, non, chaque semestre, pardon. Chaque semestre, vraiment. Chaque semestre. Oui, mais encore une fois, ça évoluera très peu. Et même, je renvoie à notre débat sur est-ce que ça vaut le coup d'avoir une enquête très chère pour avoir gagné un an en matière d'inégalité de revenus. Il faut vraiment, en tant que citoyen, y réfléchir à deux fois. Hein. L'argent est cher. Si vous regardez un indice de Gini, l'évolution du Gini ou de n'importe quel ratio d'inégalité d'une année à l'autre, c'est quand même des évolutions assez faibles d'une année à l'autre. Et souvent, encore une fois, je parlais de la question des retards d'indexation tout à l'heure comme exemple, souvent on évoque un bruit qui n'est pas révélateur d'une tendance. Donc, le temps, avoir des indicateurs frais, avoir des indicateurs souvent, c'est un plus, mais combien ça vaut, ça mérite aussi le débat. Alors, justement, pour le débat, on va peut-être passer au débat avec la salle. Je crois qu'il y a des représentants du CESE qui voulaient intervenir au préalable. Merci bien, bonjour. Juste quelques mots parce qu'effectivement, l'essentiel a été dit et le travail qu'a entrepris le CESE, il l'a entrepris avec France Stratégie. Le CESE, peut-être un mot pour dire que c'est la troisième assemblée constitutionnelle de la République. Elle est un peu moins connue que les deux autres, le Sénat et l'Assemblée nationale, bien sûr. Elle rassemble des représentants de la société civile, syndicats, employeurs, associations qui y sont représentés. Voilà, très rapidement. Et elle formule des avis auprès du gouvernement, auprès des parlementaires et plus largement diffusés. En l'occurrence, c'était une préoccupation qui date déjà depuis plusieurs années au CESE, puisque un avis avait été réalisé, à la demande d'ailleurs du gouvernement, en liaison avec le Conseil national d'information statistique et le Commissariat général au développement durable, sur les indicateurs de développement durable, les trois dimensions que vous avez évoquées, Madame la députée, qui devaient être pris à parité. Donc, avis de 2010, et déjà à ce moment-là, le CESE avait dit il faut une consultation des citoyens. Donc il y a une continuité, et nous sommes contents, évidemment, que cette continuité puisse maintenant trouver un débouché opérationnel grâce à la loi qui a maintenant été adoptée, et des propositions qui sont en train d'être élaborées. C'est parfois un peu compliqué, y compris au sein de notre Assemblée, mais je pense qu'on va y arriver, voilà, exactement. Et donc, on pourra à ce moment-là proposer, via le gouvernement, via directement le dialogue avec l'Assemblée nationale et le Sénat, un certain nombre d'indicateurs correspondant aux domaines qui auront été déjà présélectionnés et confirmés par les citoyens qui vont être consultés. Voilà, merci. Merci. Hugo avait une question avant de passer à la salle. Alors, donc on l'a vu un petit peu avec la stratégie du pollueur-payeur. Est-ce que le meilleur moyen pour toucher le grand public et les entreprises ne serait-il pas donc de donner un coût en permanence donc, à l'empreinte écologique de l'homme? On le voit de plus en plus, donc le GIEC essaie en permanence de donner un coût au réchauffement climatique en disant que bon, ben voilà, si on ne fait rien, d'ici 20 ans, on aura 3 points de PIB en moins ou ça va coûter tant de milliards de réformes. Qui va répondre? Ça, c'est vraiment faire retour sur les discussions de la commission Sigit. Est-ce qu'on est capable de valoriser ce qui compte, ce à quoi on veut attacher de l'attention? Et on s'aperçoit qu'il y a des limites, on atteint assez vite. C'est-à-dire que
Par exemple, comment est-ce qu'on valorise la répartition du revenu? Comment est-ce qu'on valorise les questions de soutenabilité? Comment on valorise la biodiversité? La biodiversité, il y a tout un débat, par exemple, dans l'évaluation des choix d'investissement. Ce qu'on peut à peu près bien valoriser pour évaluer un choix d'investissement, c'est de la biodiversité, disons, qui existe sur l'ensemble du territoire national, et donc on va réduire par une opération ponctuelle à un endroit donné. Mais s'il s'agit de mettre en cause l'existence d'espèces qui peuvent être menacées d'extinction, quelle valeur collective est-ce qu'on accorde à ça? Je ne sais pas, il faut mettre un prix là-dessus. Donc il y a des tas de sujets sur lesquels c'est extrêmement difficile de mettre un prix. Et c'est extrêmement même artificiel. Et donc on est obligé plutôt de garder la palette des éléments sur la base desquels on va raisonner. Eva Sas voulait ajouter un mot là-dessus. Oui, pour aller dans le même sens, je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a la monétarisation, on ne peut pas tout transformer en valeur monétaire. Je pense que vous parliez tout à l'heure de la biodiversité, je suis assez d'accord pour dire que c'est assez compliqué de monétariser la biodiversité. Et après, ce que tu évoquais, en tout cas c'est ce que j'ai compris, je pense que c'est le rôle du politique de donner un prix à ce à quoi on peut donner un prix, par exemple le carbone, au travers de la contribution climat-énergie, et là d'avoir des politiques incitatives qui en fait effectivement donnent un prix à la nature, en l'occurrence au climat. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un peu deux débats sur monétarisation ou politique fiscale et incitative qui sont ces deux choses un peu différentes. Moi, je pense effectivement qu'on ne peut pas tout monétariser, qu'il faut parfois suivre tout simplement, enfin on parlait tout à l'heure de l'artificialisation des sols. Je pense que c'est un indicateur à suivre en soi et qu'il ne s'agit pas de le transformer forcément en valeur monétaire, ça a peu d'intérêt. Par contre, je pense que notre rôle à nous, politiques, c'est de donner un prix à ce qui peut l'être, et notamment effectivement à la tonne de carbone, et je pense que c'est un des enjeux majeurs. Après voilà, on est confronté aux fluctuations aussi des marchés qui ne facilitent pas les politiques énergétiques, mais ça c'est un autre sujet. Merci. Donc on va passer à la salle. Il y a un micro, non? Oui, donc peut-être le premier point sur lequel je voudrais réagir, il y a un débat aujourd'hui en Grande-Bretagne qui est un débat législatif avec de grands enjeux. Cameron a effectivement lancé cette affaire dans le débat public. Je crois que ceux qui suivent bien ce qui se passe dans la presse britannique se rendent compte que ça n'influence absolument pas le débat britannique aujourd'hui par rapport à leur élection législative. Donc je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Les indicateurs, même lancés à grands frais politiques, avec beaucoup de visibilité, ne sont peut-être pas l'instrument qui est aussi décisif que ça. Ce qui n'empêche que votre proposition de loi est vraiment bienvenue, parce qu'effectivement, si elle peut améliorer la qualité du débat public, on n'aura pas perdu son temps. Alors, deuxième chose quand même, pour améliorer cette qualité du débat public, le PIB, le chiffre du PIB est devenu effectivement une espèce d'idole, à un moment où c'était peut-être plus justifié d'ailleurs. C'est-à-dire que lorsque le PIB montait, il y avait plus d'emplois, les salaires étaient plus forts, les inégalités se rétrécissaient, ou au moins les acteurs du débat social pouvaient le réclamer avec un certain degré de confiance dans le fait que les luttes allaient permettre éventuellement d'avoir des résultats. Aujourd'hui, on a un PIB qui va monter. Le quantitative easing de la BCE vise à cela. Et d'ailleurs, la BCE explique que ça se traduira sans emploi. Or, l'emploi, c'est ce que les gens veulent. Donc, en fait, il y a le PIB ne sert plus, n'a plus de raison d'être cette idole. Donc, avoir d'autres indicateurs qui permettent de répondre en termes quantitatifs aux aspirations des gens, c'est bien. Mais les aspirations des gens, et je voudrais juste finir là-dessus, ne sont pas forcément que celles que vous présentez, que vous estimez importantes. Donc est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir en France, dans le contexte institutionnel dans lequel on est, au fait qu'il y ait un lieu où les partis politiques puissent proposer en amont des indicateurs qui leur paraissent importants pour les 5 ans qui viennent, que ces indicateurs-là, effectivement, il y ait des moyens pour les produire et qu'ils alimentent le débat public sans forcément être partagés. Est-ce que c'est pas plus raisonnable
Bon, le précédent gouvernement, lui, voulait le juger sur un indicateur qui était le nombre de gens qu'il arrivait à expulser chaque année. Et même en faisant cela, il a eu des débats sur la qualité des expulsions qu'il faisait. Puisque certains ont dit « Ah, vous dites 30 000 », mais non, pour de vrai, c'est que 15 000, parce qu'il y en a que vous expulsez 2 fois la même année. Pour résumer, donc, voilà, peut-être passer la parole à d'autres. Sur le PIB, Idole, on a déjà un peu répondu, peut-être que Jean Pisani-Ferry, vous voulez... Juste un point peut-être sur le débat britannique. Je ne suis pas sûr d'être d'accord. Quand on regarde le débat britannique, il oppose d'un côté les conservateurs qui disent qu'il y a de la croissance, et de l'autre les travaillistes qui disent qu'il y a de la croissance, mais... il n'y a pas de croissance de la productivité, il n'y a pas de croissance du salaire. On est exactement dans ce genre de questions, c'est-à-dire la question de répartition. Et c'est vrai qu'il y a une double dimension, et donc c'est bien le genre de choses dont on parle. Une autre question ? Il y a à cette table... Si vous pouvez la poser rapidement, s'il vous plaît, parce que l'heure tourne. Merci. J'ai terminé. Non, il y a à cette table plein de gens qui savent faire des indicateurs. Il y a une personne qui représente un organisme qui peut décider des indicateurs. Et donc ma question, elle est votre sujet. Les indicateurs alternatifs, les indicateurs peuvent-ils changer l'action publique? Je ne vois que 2 solutions. Ou bien sur ces indicateurs, une fois qu'on les a établis, on fait une communication, on fait un bruit énorme pour que l'opinion publique prenne conscience, ou bien, bêtement, on décide que tel résultat implique automatiquement telle action publique. Ça existait sur le SMIC par rapport au prix. Est-ce qu'on peut imaginer des indicateurs qui deviennent des obligations d'action et pas seulement des informations qu'on aura bien du mal à diffuser? On va prendre une deuxième question et puis on répondra dans la foulée. Oui, moi j'avais une question. C'est en 1990, le PNUD a créé un indicateur de développement humain qui s'appuie sur le revenu par habitant, sur le nombre d'années à l'école et sur l'espérance de vie. Et ils ont réussi à développer ça au niveau international. Alors je voulais savoir pourquoi cet indicateur n'était pas référencé aujourd'hui dans un indicateur utile, et pourquoi on ne pouvait pas l'enrichir avec l'empreinte environnementale, par exemple. On prend une troisième question, puis on répond. Oui, merci, bonjour. Ma question s'adresse à Madame la députée. Tout d'abord, bravo d'avoir réussi à mener cette loi jusqu'à son terme. Vous parliez d'évaluer les réformes en cours. Alors, il se trouve que le gouvernement, lorsqu'il présente un projet de loi au Parlement, doit également présenter une étude d'impact de cette loi. Donc, je voulais savoir quel était votre regard sur la qualité des études d'impact proposées aujourd'hui par le gouvernement. Et est-ce que vous pensez que ces nouveaux indicateurs sont de nature à améliorer cette qualité? Merci. Alors, sur à la fois les études d'impact et puis la première question sur la contrainte, Vassas peut-être. Sur la contrainte. Sur les études d'impact, moi, je pense que c'est complémentaire, la question des indicateurs et la question des études d'impact. Pour être réaliste, les études d'impact ont peu d'impact, c'est-à-dire qu'elles sont peu lues par les parlementaires, et le processus parlementaire fait qu'on a finalement assez peu de temps, en un sens, pour étudier la loi et ses études d'impact. Donc je crois plus justement à la question des nouveaux indicateurs de richesse, parce que il y aura beaucoup plus de communication et de mise en lumière au travers des médias, si c'est bien fait, et qu'il sera beaucoup plus de force et de pression sur le gouvernement si ces nouveaux indicateurs sont vraiment mis en lumière. Je voudrais redire peut-être quelque chose que je n'ai peut-être pas assez dit, mais il y a déjà énormément de tableaux de bord, d'études d'impact, de rapports très intéressants et très fournis. Donc vraiment la problématique des nouveaux indicateurs de richesse, c'est finalement pas tellement qu'ils soient nouveaux, c'est beaucoup plus qu'ils soient rationalisés et mis en lumière. Parce que vraiment, je vous invite, surtout suite à la commission Stiglitz-Senfit aussi, il y a eu un énorme travail de la statistique française
de mise à disposition de statistiques sociales et environnementales, de tableaux de bord et qui alimentent aussi ces études d'impact. Donc vraiment, la problématique, elle n'est pas dans la production de données. À part les deux exemples que je donnais, je maintiens quand même que si on avait un indicateur plus frais sur les inégalités, ça me paraîtrait vraiment nécessaire pour éclairer le débat public. Mais bon. Donc sur l'empreinte carbone et sur les inégalités de revenus. Mais sinon, on a une batterie d'indicateurs extrêmement complète. D'où l'enjeu, qui est vraiment un enjeu de communication. Et on pose la question de savoir s'il faut des mécanismes automatiques, c'est-à-dire si on dépasse tel indicateur, il faut telle mesure. Je vais vous donner mon sentiment, pour moi ça c'est la négation de la politique, quoi. Je ne crois pas du tout à ce type de mesure. Je pense vraiment qu'un pouvoir politique doit pouvoir avoir le choix des mesures qu'il prend en compte pour atteindre des objectifs ou pour améliorer des indicateurs. Je crois à la force de l'opinion publique et je crois, comme le disait très justement Jean-Luc Tavernier, à la force de la comparaison internationale. Et le déclassement est quelque chose d'assez puissant pour faire réagir un gouvernement. Après, je sais que ce n'est pas une baguette magique et je sais que ça prendra du temps pour que ça se mette en route. Mais ce qui me donne un peu d'espoir, c'est que le mouvement est international. Ça a déjà été mis en place dans plusieurs pays. Nous avons là, ici même un collègue belge qui démontre que nous avons ce même mouvement qui se produit dans différents pays. Je crois que l'harmonisation européenne est extrêmement importante pour lui donner de la force. Mais pour vous dire que ce n'est pas juste une lubie ou un gadget qui serait mis en place dans un seul pays et qui n'aurait pas d'impact. Je crois qu'il a fallu du temps pour que le PIB soit un totem. Il faudra du temps pour que d'autres indicateurs arrivent à ce niveau-là. Donc je ne me fais pas d'illusions depuis 2 ans et demi que je suis députée, j'ai d'ailleurs de moins en moins d'illusions. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait que ça va changer du jour au lendemain, mais je pense qu'il faut vraiment impulser cette démarche et qu'il y a quand même bon espoir que ça modifie un peu les choses et qu'on prenne en compte d'autres dimensions et qu'on se pose les questions un peu différemment. Je crois qu'il faut vraiment renouveler pour le coup le logiciel de pensée économique et j'espère que ça y contribuera. Philippe Denet, sur ces indicateurs contraignants, automatiques Deux compléments. D'une part, sur les études d'impact, ça dépend de ce qu'on entend par étude d'impact. Je vais prendre 2 exemples par rapport à ce qui existe en Belgique. Chaque projet gouvernemental, que ce soit un projet de loi ou un projet d'arrêté, doit subir un triple test. Un test de simplification administrative, un test de développement durable et un test de genre. Pour avoir été 10 ans dans les milieux de l'exécutif fédéral belge, je peux vous dire que l'impact de ces tests d'impact est nul. Voilà. Donc soyons très clairs. La simplification administrative à cet égard-là procéderait d'annuler ce type de test. Désolé, on est entre nous et autant être clair et cash. Par contre, des études d'impact qui seraient au niveau d'une modélisation par des organismes indépendants comme France Stratégie ou comme par le Bureau fédéral du plan, par rapport à des politiques publiques, par rapport à des outils d'évaluation qui ont une méthodologie claire, nette et publiée, ont un véritable impact dans le débat public et dans le débat politique, que ce soit au niveau d'exécutif ou de législatif. Deuxième intervention, deuxième complément par rapport aux indicateurs automatiques. Il y a une différenciation dans l'utilisation à court terme des indicateurs qui impliquent des actions politiques à court terme. Là, je rejoindrai Madame en disant que c'est dénier la force politique et ça n'est pas ce que l'économiste recommande non plus. Par contre, dire que dans une vision à long terme, parce qu'on est véritablement là, on revient au début du débat, se dire que quelle société voulons-nous développer ou voulons-nous atteindre d'ici 2040 ou 2050 et de se fixer des objectifs et de voir quel type de politique peuvent mener à la réalisation de ces objectifs et de nourrir dès lors par un travail de prospective le débat politique et qu'à ce moment-là, l'autorité politique, qu'elle soit législative ou exécutive, prenne ses responsabilités, je pense que cela a un intérêt. Sur l'indice de développement humain, Jean Pisani-Ferry. Oui, c'est une question juste, hein, parce qu'il y a un travail donc, qui est conduit depuis assez longtemps maintenant par le programme des Nations Unies pour justement mettre en face du PIB par tête un indicateur qui est plus fondé sur des sous-indicateurs prenant en compte
l'espérance de vie à la naissance, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, et qui a joué un rôle, il me semble, très utile dans la prise de conscience, d'une part, du fait qu'il y avait un lien évident entre les deux, les deux sont très corrélés, mais que, néanmoins, il y avait de la dispersion qui montrait qu'à même niveau de développement, certains pays avaient des résultats bien meilleurs que d'autres sur les indicateurs de développement humain. Ce n'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui en France, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a des aspects sur lesquels on est encore loin d'avoir atteint ce qu'il faudrait atteindre. Par exemple, la situation d'échec scolaire, etc. Mais d'agréger ça dans un indicateur où on est déjà à un très très bon niveau international, ça ne nous apporterait pas grand-chose. Ce dont on parle, c'est justement d'introduire des dimensions qui sont hétérogènes à celles-là, qui sont encore une fois ces dimensions de soutenabilité, ces dimensions environnementales, les dimensions de répartition du revenu. Donc, il me semble que c'est une démarche qui est assez cohérente, mais qui s'applique à une situation qui va être tout à fait la même. Oui, je rajoute rapidement quelque chose. Je pense qu'il y a deux types d'indicateurs. Il y a des indicateurs statiques et des indicateurs dynamiques, en quelque sorte. Des indicateurs qui sont intéressants pour comparer les pays ou les régions entre elles. Et c'est pour ça que l'ARF, par exemple, a choisi d'adopter l'IDH de façon à comparer les régions et les territoires entre eux. Par contre, en dynamique, il y a une inertie très forte de l'IDH, c'est-à-dire qu'il bouge très peu. Donc c'est un intérêt relativement faible. La démarche de l'ARF a été d'adopter 3 indicateurs qui sont l'empreinte écologique, l'IDH, évidemment le troisième va m'échapper. Vous devriez pouvoir m'aider normalement. Oui. Ouais. Peu importe. L'ISS, pardon. L'indice de santé sociale, voilà, qui est un indicateur synthétique, mais qui sont des indicateurs très intéressants, ils sont quelque part en avance sur nous, mais ils ont une démarche de comparaison des régions et des territoires et non pas d'évolution en dynamique. Donc c'est une démarche assez différente en fait de celle qu'on adoptera au niveau national. Jean-Luc Tavernier. Oui, un mot sur les études d'impact. Il faut avoir une exigence citoyenne par rapport à la qualité des études d'impact, parce qu'on a le même genre de discussion sur les critères à mettre dans les études d'impact. Aujourd'hui, si vous regardez une étude d'impact, c'est un exercice extrêmement formel, avec des critères qui ont été définis par, je ne sais plus d'ailleurs si c'est d'un point de vue législatif ou réglementaire, mais la dernière fois que j'ai regardé une étude d'impact, c'était sur le feu, la taxe sur l'EBE, qui a duré quelques semaines. On y apprenait essentiellement que ça n'avait pas de conséquences sur la parité homme-femme. Donc voilà, il faut regarder ces études d'impact et vraiment avoir une exigence citoyenne sur la qualité que ça doit avoir. L'outil lui-même n'est pas à discréditer, mais il faut savoir ce qu'on met dedans. Et puis je voulais revenir peut-être sur la première intervention, parce qu'on tient un peu comme acquis que c'était sur le cas britannique, hein, que le lien entre PIB et préférence collective globale s'atténue avec le temps. Moi j'en suis pas sûr. Ce qui peut faire qu'il s'atténue, c'est si les revenus deviennent inégalement répartis, et effectivement, dans ce cas-là, il y a moins de lien entre PIB et bien-être. En revanche, sur le lien croissance-emploi, c'était l'exemple qui a été pris, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le cas. J'ai plutôt l'impression que le PIB se transforme plus vite en emploi, et dans le cas britannique, alors je ne sais pas si c'est ce que les gens veulent, mais en tous les cas, il n'y a pas de productivité, et le rebond de la croissance au Royaume-Uni s'est traduit très vite par un accroissement très important du taux d'emploi. Est-ce que c'est ce que les gens veulent ou pas? On le saura dans le résultat des élections, mais en tout cas, le lien avec l'emploi était net et plutôt plus rapide qu'avant. C'est de prendre 3 questions. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir le coefficient de Gini. Où en est le curseur en France aujourd'hui? Le coefficient de Gini, où en est le curseur en France aujourd'hui? En amélioration ou en mal? La deuxième chose, je voudrais savoir, est-ce qu'en tant qu'indicateur, on peut considérer la pyramide de Maslow comme indicateur? On n'a pas entendu, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut considérer la pyramide de Maslow comme un indicateur? Réponse simple. Une autre question? Oui, la question est la suivante, c'est que bon, moi je suis dans l'environnement depuis de nombreuses années. Je dois dire que je suis un ancien, on ne me connaît pas trop, puisque l'environnement, je l'ai fréquenté avec les Norvégiens, les Danois dans les cafés de Paris dans les années 85-87, alors que l'environnement n'existait pas encore en France.
Et tous les environnementalistes des premières générations sont tous aux États-Unis maintenant, ou ils sont tous aux Nations Unies. Bon, passons. Ceci étant dit, la question de l'indicateur... Alors, bon, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses, hein, j'ai entendu pratiquement que des bonnes choses de tous les intervenants ici, et même dans la salle aussi. Alors, je reviens à ce que M. Pisani disait hier, finalement, ce qu'il faut, c'est surtout qu'on entende le citoyen. Et le citoyen, on n'entend pas beaucoup. Alors, tant qu'on n'aura pas la mise au pouvoir de l'administration avec les bases des données, la transparence et l'information, on n'entendra jamais les citoyens. Et on sera toujours à faire des élucubrations qui ne conduisent finalement qu'à mettre les planètes là où elles ne devraient pas être. Une question pour le directeur général de l'INSEE. Alors, merci. Ma question, le savoir, je voudrais juste demander à la salle si vous êtes intéressé pour avoir les indicateurs des Nations Unies. Parce que je rappelle qu'en septembre, il y aura une conférence aux Nations Unies. Et donc les Nations Unies ont arrêté, tous les pays de la planète ont arrêté 17 indicateurs pour le développement durable qui font suite aux 8 indicateurs qui ont été qui ont été utilisés par les Nations Unies entre 2000 et 2015. Alors en 2015-2030, il y aura 17 indicateurs et 169 objectifs qui vont être votés par les chefs d'État et de gouvernement. Donc, la question c'est... Alors ma question c'est, est-ce que si vous êtes intéressé par connaître cette liste d'indicateurs, je vous demanderai de me donner votre adresse email que je puisse vous faire parvenir cette liste-là. Ok, merci. Parce que, une troisième question puis on répond. Alors. Bonjour, on a beaucoup parlé d'indicateurs objectifs comme les émissions de gaz à effet de serre par exemple ou le taux de chômage, mais on a très peu parlé d'indicateurs subjectifs, donc clairement qui se basent sur des enquêtes qui demandent aux gens leur niveau de bonheur déclaré, leur sentiment de sécurité, leur sentiment par rapport à leur santé, etc. Est-ce que l'INSEE, est-ce que France Stratégie compte inclure dans leur batterie d'indicateurs à développer ce genre d'indicateurs? Merci, on va prendre une dernière question et on répond. Non? Oui, bonjour, merci. J'ai juste une question très simple sur la méthodologie du débat que va développer le CESE, parce que je trouve qu'on manque énormément de clarté et de contrat social quand on mène un débat public. Et si on veut récolter une légitimité, il va bien falloir dire comment on fait. On a aujourd'hui plusieurs instances de débat public, le CNDP, la CNDP, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, le CESE. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un délai prévu, une manière de faire, conférence du citoyen, type Grenelle de l'environnement ou autre, parce que c'est vraiment des sujets très très délicats en France, parce que rien n'est stabilisé du point de vue des méthodes et de la légitimité qu'on récolte. Okay, sur la méthode, merci. Sur l'indice de Gini, peut-être Jean-Luc Tavernier. Alors moi aussi j'ai une adresse mail à donner, c'est INSEE.fr. INSEE.fr, messieurs, dames, vous avez tout. Rien n'est caché. Si vous avez une base de données qui vous manque, bah, dites-le moi, mais on méconnaît complètement tout ce qui est aujourd'hui en ligne. Tout le citoyen indigné trouve à peu près tout ce qu'il veut en ligne sur INSEE.fr. C'est facile à retenir. Et vous trouverez notamment, si vous regardez France Portrait Social, 2 articles assez récents sur les inégalités. Un qui parle des inégalités sur les revenus salariaux, c'est page 63 du dernier France Portrait Social, accessible en quelques clics. Et un autre sur l'ensemble des revenus, page 83 et suivante, accessible avec le même nombre de... Et parfait. Est-ce que l'INSEE Portrait Social contient des indicateurs subjectifs? N'hésitez pas. Et bien entendu, dans INSEE.fr et dans France Portrait Social, vous avez trouvé, mais je croyais en avoir parlé, des indicateurs de bien-être subjectif, puisqu'on a fait une grande enquête suite encore une fois à la commission Seine, etc. Et que en routine, on met chaque année dans une enquête qui obéit à un règlement européen SILC, quelques questions qui permettent de suivre année après année l'évolution de la note du bien-être ressenti tel que les Français se la notent. Voilà, INSEE.fr. Merci. Sur la question de méthode de Jean Pisani-Ferry. Sur INSEE.fr, d'abord, moi qui ai pratiqué beaucoup d'autres systèmes statistiques, d'autres instituts statistiques, je dois dire que la qualité des statistiques de l'INSEE est remarquable par rapport à d'autres. Je ne dirais pas toujours la même chose de l'accessibilité. Et c'est parce qu'on y trouve tout, alors évidemment, c'est un peu comme la Samaritaine. C'est pas toujours très bien rangé. C'est parfois un peu difficile, surtout. Mais la qualité est là.
Sur le processus de consultation, ce qui est une question importante. Donc, nous avons engagé au début de l'année, donc au moment où commençait à se développer la discussion parlementaire sur la proposition des Vassas, nous avons engagé donc avec le CESE un débat. On a eu une séance donc, de discussion. On a eu ensuite toute une partie de travail technique en commun, de manière à aboutir à, disons, une première esquisse. Et sur cette base, donc, nous lançons une consultation en ligne. Donc la consultation en ligne est lancée en 2017 et elle permet de réagir sur la démarche avec l'idée de se terminer fin mai. Fin mai. Ensuite, il y aura au CESE, puisque, comme l'a dit André Jean-Guérin, c'est une assemblée. L'assemblée se prononcera. Ça engagera le CESE, bien sûr, et prenant en compte le travail qui a été fait, les résultats de la consultation. Et puis ensuite, le politique reprendra ses droits puisque, encore une fois, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais il me semble que dans un délai qui est effectivement contraint, on aurait pu souhaiter avoir 18 mois pour faire tout cet exercice, mais si on avait fait de 18 mois, ça aurait retardé d'autant l'aboutissement. Dans un délai d'un semestre, il me semble qu'il y a un travail qui à la fois combine du travail d'experts, de la consultation, du débat dans une assemblée, la consultation en ligne, et puis il y aura une conférence de restitution à la fin. On va prendre deux dernières questions pour éviter les frustrations, parce que l'heure tourne. Rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, Camille Grenier, étudiant. J'aimerais savoir si la capacité d'appropriation du débat par le public n'est pas définie par le niveau de culture économique des Français. Est-ce que ça ne pose pas aussi la question de la formation économique dans les filières générales, les filières pro? Je vous remercie. Sur la formation... Jean-Luc J'achète assez l'idée qu'il y a des progrès à faire et que peut-être même un organisme public pourrait essayer d'y contribuer davantage. Oui. Je ne sais pas comment, mais on y réfléchit. Ok, allez, encore deux questions. Bonjour. Heureusement, j'ai noté pour faire court. Alors, je vais m'intéresser, conférence très intéressante, public également, donc je vais suivre ces indicateurs-là, j'ai aucune information dessus. Et je m'interroge juste sur comment mesurer l'enrichissement humain. Évidemment, c'est un peu cliché comme ça, mais je peux faire dans le détail. Les savoirs, dont les savoirs pratiques, comment changer son mode de vie, son mode de consommation. On parle tout le temps du potager bio, mais on en est maintenant au Fab Lab, impression 3D, le numérique libre, etc. Donc je prolonge, autant dire, la veille technologique aussi, les innovations, comment les citoyens vont pouvoir suivre tout ce qui est innové, on va dire ça comme ça, chaque jour. Ça va très très vite. Les journaux Sciences et Vie bon, ils en donnent un petit peu, mais tous les jours, il y a des choses astronomiques. Et si les citoyens n'en prennent pas part, on va être débordé autrement que par des simples chiffres. Je ne dis pas ça vulgairement pour vous. Comment changer de vie, d'accord, de mode de vie, je comprends. Voilà, et pour abréger... Parce qu'on doit conclure, pardon. Non, mais je crois qu'on a compris la question. Oui, une autre question, devant ? Et on s'arrête là. Oui, j'avais deux questions et une remarque. Donc une remarque sur l'indicateur de développement humain. Il est urgent de ne pas le suivre puisqu'on est passé du 2e rang mondial en 1995 au 20e rang en 2012. Donc quand on a la fièvre, il faut surtout casser le thermomètre. Donc deux remarques. Le travail qui a été évoqué, comment il est concerté avec le travail sur les indicateurs de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable, puisque là aussi on a des indicateurs phares, des indicateurs de second rang, de 3e rang, et que théoriquement le développement durable devrait bien rendre compte des grands enjeux de la société, et donc les mêmes indicateurs, d'ailleurs un certain nombre s'y retrouvent. Pourquoi on a 2 exercices? Voilà. Et sur la biodiversité, l'INSEE est très pauvre, puisqu'il n'est pas tellement doté sur son site d'indicateurs biodiversité, puisque ce n'est pas historiquement sa vocation. Donc le 3e pilier mériterait quand même aussi un certain nombre d'indicateurs et des efforts et des moyens. Donc l'INSEE ne compte pas encore le nombre d'oiseaux, mais et Vassas, peut-être sur les 2 questions, le changement de mode de vie et les indicateurs.
Sur le changement de mode de vie, on ne pourra pas tout comptabiliser, donc vous avez raison de mettre en lumière ces expériences nouvelles et ces expériences de changement de mode de vie qui se répandent de plus en plus. En même temps, je ne crois pas qu'il faut demander à ces nouveaux indicateurs de rendre compte de l'ensemble du changement d'une société. Donc ils rendront compte au travers d'indicateurs de satisfaction de bien-être, etc., très indirectement de ces changements de mode de vie, au travers aussi de l'empreinte environnementale, mais pas directement en tout cas de cette question-là. Je reviens aussi sur la question de le débat citoyen, est-ce qu'il faut une formation économique? Et effectivement, on a le risque que tout le monde ne soit pas vraiment représenté dans la consultation citoyenne. C'est un peu ce que vous soulignez comme risque. Mais je pense que ce serait plutôt d'ailleurs au Conseil économique, social et environnemental de répondre à cette question. Mais je crois savoir qu'il y a des panels citoyens dans le mode de consultation. Je pense que la composition de ces panels citoyens, donc qui sont censés représenter notre population, doit rendre compte de ces différents niveaux de formation aussi. Voilà, donc il y a une forme de réponse en tout cas sur le mode de consultation qui a été choisi, qui n'est pas seulement une consultation binaire, enfin sur la base de questionnaires, etc., mais aussi une forme qualitative qui doit normalement permettre à tout le monde de s'exprimer et qui doit être représentative de la société française. Après, je pense que le risque que vous soulignez, il existe effectivement que seuls ceux qui ont une formation économique s'expriment dans ce type de consultation. Bon, je crois qu'on est appelé à conclure. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est que le politique devrait prendre en compte le long terme. Et là, je crois que c'est un combat de long terme. C'est pas gagné. Merci.